Bonjour, je suis Isabelle Trac-Saint-Gessen et je suis membre de l'IAASB et je vous propose aujourd'hui de me suivre pour aller à la découverte des 3 normes de gestion de la qualité que l'IAASB a récemment approuvées en septembre 2020. Les normes de gestion de la qualité traitent tant de la gestion de la qualité au niveau du cabinet qu'au niveau de la mission. Et ce sont des sujets que l'IAASB avait identifiés depuis plusieurs années lors d'échanges et de présentations. L'IAASB avait éprouvé le besoin de développer et de réviser ces normes, et ce, dès 2013. Lors de ces échanges, l'IAASB avait identifié un certain nombre de sujets importants, comme par exemple la nécessité de renforcer les composantes en matière de gouvernance et de leadership, et également la culture de l'exemple qui vient du sommet du cabinet, ce que l'on appelle parfois le tone at the top. On avait identifié aussi l'émergence de nouvelles tendances, par exemple sur la façon dont les cabinets communiquent avec leurs parties prenantes. On avait vu aussi la nécessité de traiter de la problématique des cabinets qui s'appuient parfois, à mauvais escient, sur ce qu'ils obtiennent en provenance de leur réseau. On avait identifié aussi des difficultés rencontrées par des petits cabinets pour mettre en œuvre des normes. Il fallait également renforcer le rôle de l'associé de la mission et enfin renforcer certains aspects sur les contrôles de qualité de la mission, donc ce qu'on appelle les Engagement Quality Control Review en anglais, et que j'appellerai donc aujourd'hui les contrôles de qualité de la mission. Donc les nouvelles normes que l'IAASB a approuvées ont renforcé les exigences en matière de gestion de la qualité, et aujourd'hui à l'IAASB, nous sommes convaincus que les nouvelles normes de gestion de la qualité vont conduire à renforcer la confiance et qu'elles répondent aux difficultés qui ont été relevées par les parties prenantes. Ces normes, elles ont été aussi modernisées et elles prennent en compte les tendances émergentes et les technologies, et elles reflètent une approche nouvelle de la gestion de la qualité. Et enfin, ces normes sont aussi plus robustes que les normes actuelles, avec un focus renforcé sur l'efficacité de la gestion de la qualité par les cabinets et par les associés en charge de la mission. Donc, ces normes de gestion de la qualité dont nous parlons aujourd'hui, elles sont composées de 3 normes indissociables. Tout d'abord, la norme ISQM1, qui est la norme qui traite de la responsabilité du cabinet en matière de qualité, et ce, grâce à un système de gestion de la qualité. Un tel système est nécessaire car c'est le mécanisme qui crée un environnement qui permet et qui assiste les équipes dans la réalisation des missions. Et cette norme ISQM1, il est très important de rappeler qu'elle s'applique à tous les cabinets qui réalisent des missions en appliquant les normes de l'IAASB. Cela inclut donc bien sûr les cabinets qui réalisent des audits et des examens limités de compte, mais également les cabinets qui font d'autres missions d'assurance en application de la norme ISAE 3000, ou bien encore des compilations ou des missions de procédures convenues en application des ISRS. Et cette norme ISQM1, elle remplace l'actuelle norme ISQC1 qui était déjà consacrée au contrôle de la qualité. Nous avons ensuite une deuxième norme, la norme ISQM2, qui est la norme qui traite des contrôles de qualité de la mission, donc Engagement Quality Control. Et bien qu'il s'agisse d'une nouvelle norme, de nombreux éléments de cette norme proviennent de normes IAASB qui étaient préexistantes, en particulier au sein de la norme ISQC1 et de la norme ISA 220. Et enfin, dernier volet du triptyque, nous avons la norme ISA 220 révisée qui s'applique, comme son nom l'indique, c'est une ISA, donc c'est une norme d'audit. Elle s'applique aux audits de compte et elle traite de la façon dont la qualité est gérée dans une mission d'audit par l'associé en charge de la mission. Donc la norme ISA 220, elle s'ajoute à la norme ISQM1
puisque le système de gestion de la qualité constitue une des fondations de la gestion de la qualité, et la norme ISA 220 va traiter de la façon dont l'associé en charge de la mission va appliquer ce système et va gérer la qualité au niveau de la mission d'audit. Et cette norme ISA 220 révisée, elle est basée bien sûr sur la norme actuelle ISA 220. Donc, regardons maintenant la chronologie de ces normes de gestion de la qualité. Comme je l'ai déjà mentionné, les normes de gestion de la qualité ont été approuvées par l'IAASB lors de sa réunion de septembre 2020. Ces normes ne sont officiellement publiées qu'en décembre 2020, quand le Public Interest Oversight Board, le PIOB, approuve leur procédure officielle de développement, ce que l'on appelle le due process de la norme. Et ces normes vont entrer en vigueur en décembre 2022. Concrètement, comment cela va fonctionner? Les systèmes de gestion de la qualité des cabinets vont devoir être conçus et mis en œuvre d'ici à décembre 2022 et être prêts à fonctionner à compter de cette date. Et pour les missions d'audit et les contrôles de qualité de la mission, ces missions devront être réalisées en application des nouvelles normes pour les exercices qui commencent à compter du 15 décembre 2022. Et pour permettre cette entrée en vigueur des normes, l'IAASB a aussi prévu de développer des documents de mise en œuvre qui devraient être publiés au premier trimestre 2021. Nous allons maintenant voir plus en détail la norme ISQM1 qui traite des responsabilités du cabinet en matière de gestion de la qualité. Et nous allons commencer par regarder ce système de gestion de la qualité et ses composantes. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, la norme ISQM1, elle remplace l'actuelle norme de l'IAASB ISQC1. Mais il y a eu des modifications de fond très importantes qui ont été réalisées. Et la toute première, et qui est une évolution majeure, c'est qu'on passe d'une notion de contrôle de la qualité à une notion de gestion de la qualité. Et cette évolution, elle s'est réalisée grâce à l'introduction d'une approche fondée sur les risques, c'est-à-dire sur la gestion des risques en matière de qualité. Et en même temps, la norme, elle s'inscrit dans une démarche proactive, elle s'attache au flux d'informations au sein du système afin qu'il puisse y avoir des mesures correctives appropriées et une amélioration permanente. Et cette approche qui est fondée sur les risques, elle va aussi faciliter un système sur mesure et adaptable, puisque les risques vont être concentrés sur ce qui pourrait ne pas fonctionner. Et pour cela, on va prendre en compte la nature et les circonstances du cabinet et des missions qu'il réalise. Ça a donc été conçu pour pouvoir être utilisé dans des cabinets de toute taille. Et comme illustré dans le diagramme, on voit que le système comprend plusieurs composantes. Et ces composantes, vous allez les reconnaître car elles sont identiques à celles qui existent dans la norme ISQC1 actuellement. Toutefois, il y a une différence fondamentale et on le voit par l'interconnexion de ces composantes. La nouvelle norme conduit à un système plus itératif et intégré de la gestion de la qualité, où le cabinet approche la qualité de façon globale et s'adapte à ce qu'il nécessite plutôt que de s'attacher à un élément pris isolément. Et donc, pour atteindre cet objectif, la norme a été développée pour montrer les relations qui existent entre les différentes composantes et comment elles interagissent. Et l'IAASB est convaincue que la combinaison des modifications de la norme va engendrer des transformations de fond dans les cabinets. Et plus encore, il est probable que ces normes vont avoir des conséquences non seulement sur des départements qui sont impliqués dans la réalisation des missions, mais également sur des départements du cabinet qui usuellement ne sont pas intégrés dans les missions, comme par exemple le département informatique ou le département des ressources humaines.
Et donc, en conséquence, au moment de la préparation de la mise en œuvre des nouvelles normes, les cabinets vont devoir prendre en compte avec attention la façon dont ils vont gérer cette transition. Plus que pour toute autre norme de l'IASB, il va falloir s'interroger sur la façon dont la direction du cabinet va être impliquée. Il va falloir s'interroger peut-être sur la nécessité de réorganiser le cabinet. Il va falloir voir comment l'information va pouvoir être diffusée au sein du cabinet sur ces évolutions. Il y aura peut-être des investissements nécessaires à faire et peut-être d'autres besoins apparaîtront. Donc vraiment une évolution de fond du système de gestion de la qualité du cabinet. On a vu sur ce diagramme les composantes du système de gestion de la qualité. Je vous propose maintenant de donner un coup de projecteur sur certaines de ces composantes et nous allons commencer par celle qui était au cœur du diagramme, la gouvernance et le leadership, ainsi que la responsabilité globale du système. Et la gouvernance et le leadership du cabinet, c'est un des aspects les plus critiques de l'intérêt général sur lesquels a porté l'attention de l'IASB sur la révision des normes, parce que, vous le savez, il y a eu de nombreuses faillites d'entreprises qui ont soulevé ces dernières années des questions sur la pertinence et la qualité des audits. Et l'IASB voit la gouvernance et le leadership comme le fondement du système. Si le leadership n'est pas impliqué dans la qualité et ne prend pas des mesures en cascade sur la culture de qualité dans l'ensemble du cabinet, alors cela créera un environnement instable pour le système. Et l'IASB était bien conscient qu'au fil des ans, et depuis la publication de la norme ISQC 1, il y avait eu des améliorations très significatives dans la gouvernance des cabinets. Et de nombreux pays, d'ailleurs, ont même publié des codes de gouvernance à destination des cabinets. Et donc, la nouvelle norme, elle va traiter de façon plus robuste des rôles et des responsabilités du leadership. Elle va préciser qui est responsable de façon ultime du système de gestion de la qualité et préciser les autres rôles des personnes clés qui ont des rôles importants dans le système. Elle va aussi clarifier qui a les compétences appropriées pour ces rôles, y compris le fait que ces personnes ont un niveau d'autorité et d'influence suffisant dans le cabinet. Elle va renforcer la nécessité que ces rôles clés soient attribués aux personnes appropriées au sein des cabinets. La norme va aussi s'assurer qu'il existe des modalités de communication avec les personnes qui ont la responsabilité ultime du système de gestion de la qualité. Et enfin, elle va traiter des actions et des comportements du leadership en s'assurant qu'il démontre un engagement en matière de qualité. Et donc, en conséquence, dans la norme, on va trouver de nouvelles exigences en matière de prise de responsabilité du leadership. Et donc, par exemple, on va avoir une exigence explicite de procéder à une évaluation périodique du leadership. Et on va avoir également une exigence que les personnes qui ont la responsabilité ultime du système de gestion de la qualité, c'est-à-dire le directeur général du cabinet ou son équivalent, donc une exigence que ces personnes évaluent et concluent sur l'efficacité du système et donc concluent pour savoir si le système de gestion de la qualité a atteint ses objectifs. Et cette évaluation doit être réalisée au moins annuellement. Au-delà des aspects qui concernent le leadership, la norme accroît également le focus sur la culture. Elle requiert explicitement que le cabinet démontre un engagement en matière de qualité au travers de sa culture et que ce même engagement soit décliné dans tout le cabinet. Donc, le rôle du cabinet au service de l'intérêt général, c'est un élément clé de la culture, car c'est de la responsabilité du cabinet que de réaliser des missions de qualité homogènes en donnant le ton pour l'ensemble de l'organisation. Et donc l'IASB reconnaît bien qu'un système de qualité ne peut pas fonctionner de façon déconnectée des activités opérationnelles du cabinet. Pour que le système fonctionne bien, il doit être intégré dans les décisions opérationnelles et les processus et être un élément essentiel des prises de décision, y compris des décisions en matière de stratégie du cabinet. En conséquence, la norme, elle va aborder dans la partie sur la gouvernance et le leadership des sujets comme la planification des ressources, y compris des ressources financières, parce que la qualité est vraiment nécessaire, elle doit être en tête et au cœur de toutes les décisions en matière de ressources.
Après ce panorama sur la gouvernance et le leadership, nous allons passer au processus d'évaluation des risques du cabinet. Comme je l'ai mentionné, l'approche basée sur les risques, elle a été introduite pour faciliter une gestion proactive de la qualité et elle permet aussi au système d'être adapté à la nature et aux circonstances du cabinet et des missions qu'elle réalise. Donc l'approche par les risques, elle est intégrée dans la norme ISQM1 au travers de nombreuses nouvelles exigences et vous retrouverez ça au sein de la composante processus d'évaluation des risques du cabinet. Et ce processus, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, comprend principalement 3 éléments. Tout d'abord, l'établissement d'objectifs de qualité. Que doit faire le cabinet pour atteindre un niveau de qualité homogène des missions? Deuxième aspect, l'identification et l'évaluation des risques liés à la qualité. Qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner et empêcher l'atteinte des objectifs de qualité? Et enfin, la conception et la mise en œuvre des réponses, c'est-à-dire les contrôles qui sont mis en place pour traiter des objectifs de qualité. Et la norme va définir des objectifs de qualité au niveau d'un cabinet. Et ces objectifs, ils sont définis de telle sorte qu'il y ait une mise en œuvre cohérente au sein des cabinets. Donc, pour chaque composant, des objectifs de qualité ont été déclinés, sauf pour la surveillance et les mesures correctives. En conséquence, les objectifs de qualité vont représenter l'essentiel des exigences de la norme ISQM1. De ce fait, quand on va parler des exigences de la norme, on vise bien souvent les objectifs de qualité qui y sont définis. Et le focus sur les objectifs de qualité que les cabinets doivent mettre en œuvre démontre bien que la norme est fixée sur les objectifs, et ce qui est une différence fondamentale par rapport à la norme actuelle ISQC1, parce que la norme actuelle, elle conduit les cabinets à établir des procédures spécifiques de façon plus isolée. La norme prévoit aussi qu'il puisse y avoir des objectifs de qualité définis qui ne couvrent pas tout ce que les cabinets doivent mettre en œuvre, parce que d'un cabinet à l'autre, il peut y avoir des caractéristiques qui diffèrent. La norme va donc, au-delà des objectifs de qualité qu'elle définit, demander au cabinet de définir en outre, quand c'est nécessaire, des objectifs de qualité supplémentaires. Et compte tenu de l'approche par les risques, vous aurez compris que l'identification et l'évaluation des objectifs de qualité est un aspect clé du système du cabinet. Lors de l'identification et de l'évaluation des risques, le cabinet doit comprendre les conditions, les événements, les circonstances, les actions ou les inactions qui pourraient influencer négativement l'atteinte des objectifs de qualité. En d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer qui pourrait affecter l'atteinte des objectifs de qualité? Et afin de donner aux objectifs un point de départ à partir duquel démarrer et aussi de permettre une certaine cohérence dans la mise en œuvre de la norme, l'IASB a inclus dans la norme certaines conditions, événements, circonstances, actions ou inactions qui sont à prendre en compte. Et les cabinets doivent concevoir et mettre en œuvre des réponses qui répondent aux risques de qualité. Les cabinets doivent développer leurs propres réponses, mais toutefois, il y a quand même quelques réponses que l'IAASB considère comme nécessaires. Et ce, soit parce que ces réponses sont déjà des exigences de la norme ISQC1 actuelle, comme par exemple d'obtenir des déclarations d'indépendance de la part du personnel, ou bien parce que l'IASB a considéré que certaines réponses étaient nécessaires pour traiter d'un sujet d'intérêt général. Donc, on aura quelques réponses obligatoires. Enfin, la norme, elle reconnaît aussi que des circonstances varient d'un cabinet à l'autre, qu'il peut être nécessaire de modifier les risques de qualité et les réponses ou d'en ajouter. En conséquence, les cabinets vont devoir mettre en place des mécanismes pour vérifier qu'ils capturent bien l'information qui pourrait conduire à de tels changements si ceux-ci sont nécessaires.
Nous allons maintenant passer à une autre composante très importante, qui est la composante des ressources. La norme actuelle ISQC1 ne traite que des ressources humaines, et avec la norme ISQM1, l'IAASB a fait évoluer son prisme vers l'ensemble des ressources nécessaires au cabinet, tant pour faire fonctionner le système de gestion de la qualité que pour réaliser les missions. Donc ces ressources couvrent aussi, du coup, les ressources technologiques, comme par exemple les outils d'audit ou les applications informatiques utilisées par le cabinet, par exemple dans le suivi de l'indépendance. Ces ressources recouvrent aussi les ressources intellectuelles, par exemple la méthodologie utilisée par le cabinet, les guides, les formulaires, les outils. Et puis, on va bien sûr retrouver aussi les ressources humaines qui intègrent tant des personnes intérieures au cabinet que des personnes extérieures qui sont utilisées dans le système de gestion de la qualité. Par exemple, des contrôleurs en charge de la qualité de la mission qui pourraient être, comme on le verra tout à l'heure, extérieurs au cabinet. Ou bien des personnes extérieures au cabinet qui participent à la réalisation des missions, comme par exemple des auditeurs de composants. Et la norme va s'attacher aux retours qui sont nécessaires, à la façon dont elles sont utilisées et entretenues et à leur caractère approprié. Donc là encore, l'approche est fondée sur des principes, compte tenu de la grande diversité des ressources qui sont utilisées et de leur origine, et aussi pour permettre que la norme ne devienne pas rapidement obsolète du fait de l'évolution technologique. Donc la partie sur l'appréciation du caractère approprié des ressources, vous verrez, va couvrir aussi l'utilisation de ressources qui proviennent de prestataires de services. Et donc, on va voir comment apprécier le fait que ces ressources qui proviennent de prestataires de services sont adéquates en fonction de ce à quoi elles vont être employées. Une ressource qui provient d'un prestataire de service, ça peut être une application informatique ou bien des personnes qui contribuent à la réalisation de la mission. Et par contre, les ressources qui proviennent du réseau auquel appartient le cabinet, elles, on ne va pas les considérer comme des ressources en provenance de prestataires de services. Vous verrez tout à l'heure que le réseau est traité par ailleurs dans la norme et on va y revenir dans quelques minutes. Je vous propose de passer maintenant à la composante sur l'information et la communication. Ces deux éléments ne sont pas très développés dans la norme actuelle ISQC1 et elles font donc partie des nouveautés qui ont été ajoutées dans la norme ISQM1. Le flux continu d'information et de communication, c'est un élément essentiel de tout système de qualité. C'est donc un composant important pour le système de gestion de la qualité et son fonctionnement. La norme va insister sur l'importance de ce flux continu en liant l'échange d'informations à la culture du cabinet, afin que ce flux d'informations soit mené directement par le leadership à travers de tout le cabinet. La norme requiert donc que le cabinet établisse un système d'information avec un processus pour identifier, capturer, transmettre et conserver l'information. La norme va traiter tant de la communication interne que de la communication externe. En ce qui concerne la communication interne, la norme va renforcer la nécessité d'une communication à 2 dimensions au sein du cabinet. En ce qui concerne la communication externe, la norme renforce une exigence d'intérêt général puisqu'elle vient encourager les cabinets à communiquer de façon transparente avec les parties prenantes sur le système de gestion de la qualité de la cabinet, et ce de façon pertinente, innovante et proactive. Donc bien sûr, la norme va demander que les cabinets communiquent de façon externe sur le système de gestion de la qualité si la loi ou la réglementation l'impose, mais la norme va aussi exiger que le cabinet communique sur son système de gestion de la qualité auprès du gouvernement d'entreprise, des sociétés cotées dont le cabinet est l'auditeur. Et cette exigence, elle a bien été limitée aux audits de sociétés cotées pour permettre à la norme de rester proportionnée pour les cabinets de taille plus modeste.
Mais afin d'encourager le caractère proactif de la communication, la norme exige aussi que le cabinet établisse des procédures qui déterminent quand il est nécessaire de communiquer avec d'autres parties extérieures. Ça va donc conduire le cabinet à réfléchir à ce qui est approprié en fonction des circonstances en matière de communication avec des parties extérieures. Certains cabinets pourront conclure qu'aucune communication supplémentaire n'est nécessaire, mais à minima, ils auront eu besoin de réfléchir et de déterminer cela lors de la conception de leur procédure. Et l'IASB considère que les cabinets peuvent communiquer de différentes façons afin de permettre de l'innovation permanente dans ce domaine. Et donc, la norme ne va pas être prescriptive sur la nature de l'information qui doit être communiquée, ni sur le mode de communication, la périodicité ou l'étendue de cette communication. On en vient maintenant à la composante de surveillance et de mesures correctives. Donc, si la surveillance et les mesures correctives sont traitées dans l'actuelle norme ISQC 1, la nouvelle norme va les aborder de façon plus robuste, en particulier en ce qui concerne les activités de surveillance. La nouvelle norme, elle fait évoluer l'attention de la surveillance qui est aujourd'hui au niveau de la réalisation des missions, vers une surveillance de l'ensemble du système. Et ce, avec pour objectif d'encourager des activités de surveillance plus proactives et plus efficaces. La norme va donc insister sur la nécessité d'adapter la nature, le calendrier, l'étendue des activités de surveillance et ce qui résulte d'une multiplicité de facteurs, par exemple comment le système a été conçu, la nature et les circonstances du cabinet et des missions qu'il réalise, l'étendue des modifications que le cabinet a apportées au système et les informations disponibles sur le système, par exemple les résultats que l'on a déjà obtenus des activités de surveillance précédentes et ou des inspections extérieures. Ce que l'on a conservé dans la norme, c'est la nécessité de faire des inspections sur les missions achevées et de contrôler les associés en charge des missions, et ce, sur une base cyclique. Toutefois, on a fait des améliorations dans la norme pour se concentrer sur la sélection des missions et des associés en prenant en compte des facteurs comme les autres types de surveillance que le cabinet réalise, les zones de risque et également comment le système de gestion de la qualité a été conçu. On a également intégré dans cette composante un tout nouveau cadre pour l'évaluation des résultats et l'identification des déficiences et pour évaluer la gravité et le caractère généralisé des déficiences. Ce cadre, il a pour objectif d'aider les cabinets à synthétiser l'information qui provient des activités de surveillance et à déterminer là où des mesures correctrices sont nécessaires. Une partie de ce cadre comprend une nouvelle exigence qui va être d'investiguer sur les causes profondes des déficiences identifiées, ce que l'on appelle les root causes, les causes profondes. Cette exigence, elle est voulue flexible pour permettre au cabinet d'adapter à la nature, le calendrier et l'étendue des procédures de recherche des causes profondes pour qu'elles puissent être adaptées aux circonstances. Et l'évaluation de la gravité et du caractère généralisé des déficiences, elle est aussi utilisée par le leadership pour évaluer le système lui-même et conclure sur l'atteinte de ses objectifs. Enfin, de nombreuses autres améliorations ont été faites sur la thématique des mesures correctives, ce qui inclut la responsabilité du leadership pour s'assurer que les mesures correctives ont bien été mises en œuvre et fonctionnent. Quand on a abordé la révision de la norme sur la qualité, nous avions également le projet de traiter tout particulièrement du sujet d'intérêt général qu'est la confiance indue que placent certains cabinets sur des éléments en provenance du réseau, par exemple une méthodologie ou un outil informatique. Le souci, c'était que les cabinets utilisent parfois ces outils ou ces procédures sans s'interroger sur leur caractère approprié ou pertinent. Et pour l'IAASB, c'est bien le cabinet qui est seul responsable de ces systèmes. Un réseau
ne peut pas être responsable du système mis en place par un cabinet. En conséquence, l'approche de l'IASB, ça a été de se focaliser sur ce que le cabinet doit faire s'il utilise quelque chose en provenance de son réseau. Et du coup, la norme va suivre l'approche suivante. Le cabinet doit d'abord comprendre ce qu'il utilise en provenance de son réseau. Ensuite, le cabinet doit déterminer l'effet de ce qu'il utilise en provenance de son réseau sur son propre système de gestion de la qualité. Enfin, le cabinet doit déterminer si ce qu'il utilise en provenance de son réseau doit être adapté ou complété pour être pertinent au niveau du cabinet. On va donner un exemple. Par exemple, si un cabinet utilise une méthodologie développée par son réseau, le cabinet doit comprendre la méthodologie, il doit déterminer si la méthodologie est pertinente pour lui au niveau du cabinet et comment il va l'utiliser et la mettre en œuvre, et déterminer ce qui doit être adapté ou complété pour que la méthodologie soit pertinente au niveau du cabinet. Par exemple, il y a peut-être des normes d'audit locales avec des exigences complémentaires qui doivent être ajoutées. Et donc, dans ce cas-là, il faudra compléter la méthodologie du cabinet. Un des autres aspects importants qui a été ajouté dans cette partie sur les réseaux, c'est une exigence que le cabinet comprenne les activités de surveillance qui sont mises en œuvre au niveau de l'ensemble du réseau. Ça signifie qu'il faut que le cabinet comprenne ce que le réseau fait pour conclure que les exigences du réseau, par exemple ses procédures, sa méthodologie, sont correctement appliquées par tous les cabinets du réseau. Et le concept qui sous-tend ceci, c'est que les exigences du réseau permettent d'atteindre une qualité homogène. C'est donc important que le réseau les surveille et que le cabinet sache comment cette surveillance a été réalisée au niveau du réseau. Donc, dans la norme ISQM1, vous n'allez pas trouver d'exigences qui concernent directement le réseau eux-mêmes. Toutefois, on anticipe que cette norme aura un effet induit au niveau des réseaux, puisque les cabinets vont avoir besoin que les réseaux leur fournissent plus d'informations et les impacts seront d'autant plus importants plus il y aura une utilisation importante de services ou d'outils développés par le réseau. On va maintenant passer à quelques autres aspects. Au niveau de la réalisation des missions, dans l'objectif de renforcer les exigences en matière d'esprit critique, dans la norme ISQM1, on a inclus un objectif de qualité relatif à l'application par les équipes en charge de la mission des règles appropriées de jugement professionnel et d'esprit critique. Ça met l'accent sur le rôle du cabinet pour permettre aux équipes d'audit de procéder à des jugements et de faire preuve d'esprit critique. On a aussi intégré dans la norme ISQM1 la définition de la façon dont on doit sélectionner les missions pour lesquelles un contrôle de la qualité de la mission est nécessaire. Et donc la norme ISQM2, que nous allons voir ensemble tout à l'heure, elle va traiter de la sélection des personnes en charge de ces contrôles de qualité de la mission et de la réalisation et de la documentation de ces contrôles. On va y revenir prochainement. Et enfin, en ce qui concerne les règles d'éthique pertinentes, la norme a retenu une approche plus fondée sur des principes que l'actuelle norme ISQC1. La norme va donc traiter, par exemple, des personnes extérieures au cabinet, comme les cabinets du réseau ou des prestataires de services. Et donc, il est nécessaire pour les cabinets de développer des procédures et des règles pour traiter des règles d'éthique qui s'appliquent à ces personnes extérieures au cabinet. Nous allons maintenant quitter la norme ISQM1 pour aborder la norme ISQM2 qui traite, elle, des contrôles de qualité de la mission. Et on va commencer par voir comment cette norme ISQM1 interagit avec la norme ISQM2. Donc, comme je viens de l'évoquer, la norme ISQM1, elle contient un processus d'évaluation des risques en application duquel le cabinet va établir des objectifs de qualité, identifier, évaluer les risques de qualité, élaborer des réponses. Et donc, la norme ISQM1, elle a déjà un certain nombre de réponses spécifiques. Et une des réponses spécifiques prévues par la norme ISQM1, c'est une exigence que le cabinet développe des règles et des procédures
pour déterminer les missions qui vont nécessiter un contrôle de qualité de la mission. Donc, on avait déjà une exigence identique dans les normes actuelles ISQC 1 et ISA 220. Toutefois, ici, on a renforcé par rapport aux normes actuelles les exigences en mettant l'accent sur la sélection des missions qui vont être soumises à un contrôle de qualité de la mission en fonction de leur risque de qualité. Et ça s'intègre parfaitement dans la nouvelle approche fondée par les risques. Donc, vous le voyez, il est nécessaire d'avoir un contrôle de qualité de la mission pour les audits d'entités cotées, également pour les cas où c'est requis par la loi et la réglementation. Mais le matériel applicatif de la norme ISQM1 va aussi donner des exemples complémentaires sur des types de missions ou des caractéristiques de missions qui peuvent donner lieu à des risques de qualité et où donc un contrôle de qualité de la mission sera une réponse adaptée pour traiter ces risques. Ça peut inclure, par exemple, des missions qui ont un niveau élevé de complexité ou de jugement, ou bien des missions pour lesquelles des difficultés ont été rencontrées, ou bien des entités avec des considérations d'intérêt général ou une visibilité publique accrue. Et quand une mission requiert un contrôle de qualité de la mission, alors on va rentrer dans la norme ISQM2 et elle s'applique. La norme ISQM2, elle va nous dire comment sélectionner les personnes qui vont réaliser les contrôles de qualité de la mission, comment ces contrôles vont être réalisés et comment ils vont être documentés. Mais il peut arriver que dans certains cabinets, il n'y ait aucune mission à soumettre à un contrôle de la qualité de la mission. Et dans ce cas, la norme ISQM2 ne va pas s'appliquer à ces cabinets. Toutefois, il faut souligner que compte tenu de la nouvelle approche qui a été retenue dans la norme ISQM1, il peut très bien y avoir aussi d'autres réponses conçues et mises en place par le cabinet pour traiter les risques sur les missions qui sont d'autres réponses que les contrôles de qualité de la mission. Donc, on va maintenant regarder une vue d'ensemble de la norme ISQM2. Et un des points d'attention du développement de cette norme ISQM2, ça a été de se focaliser sur le choix de la personne qui va réaliser le contrôle de qualité de la mission. Et lors du choix de cette personne, on a particulièrement insisté sur l'objectivité de cette personne qui va être en charge du contrôle de qualité de la mission, parce qu'il est essentiel que cette personne ait le bon état d'esprit pour être en mesure d'apprécier les jugements et les conclusions de l'équipe d'audit. En conséquence, l'IASB a introduit une nouvelle exigence, l'exigence d'une période de réflexion, une période littéralement de refroidissement, une cooling off période de 2 ans pour qu'un associé en charge de la mission puisse se voir confier le rôle de contrôle de qualité de la mission. Alors là, il faut insister sur le fait que l'ajout de cette période de réflexion de 2 ans ne modifie pas les autres règles qui préexistent dans le code d'éthique de l'ISBA et qui ont pour but de traiter des menaces sur l'indépendance, en particulier des menaces qui pourraient résulter d'une association de longue durée avec le client. Donc, la personne en charge du contrôle de qualité de la mission doit être objective, elle doit être compétente, elle doit également avoir le temps nécessaire pour réaliser ce contrôle. Et donc, de façon pragmatique, l'IASB reconnaît qu'en pratique, la personne en charge du contrôle de qualité de la mission peut avoir besoin de se faire assister par d'autres personnes. Et donc, la norme permet explicitement d'utiliser des assistants qualifiés. La norme reconnaît aussi que l'on peut recourir à des personnes extérieures pour réaliser ces contrôles de qualité de la mission, par exemple quand le cabinet n'a pas en interne le personnel approprié pour le faire. L'IASB a aussi renforcé les exigences en matière de réalisation et de documentation du contrôle de qualité de la mission. En particulier, le point d'attention de la personne en charge du contrôle de qualité de la mission se porte sur les points significatifs et les jugements significatifs de la mission. Donc, on va avoir de nouveaux développements dans la norme pour clarifier ce que cela recouvre et qui doit être pris en compte par la personne en charge du contrôle de qualité de la mission. Il y a aussi une attente
que la personne en charge du contrôle de qualité de la mission soit impliquée à des moments appropriés tout au long de la mission, de telle sorte que l'équipe d'audit ait la possibilité de répondre en temps voulu et de façon appropriée aux points soulevés. Il y a enfin une exigence d'analyse rétrospective, ce qu'on appelle le stand-back. Donc, la personne en charge du contrôle de qualité de la mission doit s'interroger à la fin sur le fait que la norme ISQM2 a bien été appliquée. L'objectif, c'est de s'assurer que la personne en charge du contrôle de qualité de la mission ne s'est pas appuyée aveuglément sur des procédures et des règles du cabinet et que les exigences des normes ont bien été correctement mises en œuvre. On aborde maintenant le troisième volet du triptyque, la norme ISA 220 révisée et certains de ses aspects importants. Donc, la norme ISA 220 révisée, on l'avait dit, c'est une norme ISA, donc elle s'applique aux audits de compte. Et cette norme ISA vient décliner au niveau d'une mission d'audit les principes de qualité qui figurent dans la norme ISQM1. La norme ISA 220, elle va insister sur le fait que l'associé en charge de la mission porte la responsabilité d'ensemble de la gestion et de l'atteinte de la qualité de la mission. Donc, ça veut dire que l'associé en charge de la mission doit créer un environnement dans lequel il insiste sur le fait que la culture du cabinet et les comportements attendus de la part des membres de l'équipe d'audit sont appropriés. Alors, de quel comportement parle-t-on? On parle de la responsabilité de tous les membres de l'équipe d'audit en matière de qualité. On parle de l'importance de l'éthique professionnelle, des valeurs, des attitudes et de l'importance de l'esprit critique pour un audit de qualité, entre autres choses. Tout comme la norme ISQM1, la norme ISA 220 révisée couvre aussi une vaste étendue de ressources, et pas seulement les ressources humaines. Donc, l'associé en charge de la mission, il doit être responsable de s'assurer que les ressources qu'il obtient sont suffisantes et appropriées. Et si les ressources qu'il a à disposition pour réaliser la mission ne sont pas suffisantes et appropriées, alors l'associé en charge de la mission doit réagir et il doit communiquer notamment avec le cabinet afin d'obtenir des ressources suffisantes et appropriées. La norme ISA 220 révisée demande que l'associé en charge de la mission soit responsable de la direction et de la supervision de l'ensemble de l'équipe d'audit et de la revue de leurs travaux. Cette direction, cette supervision, cette revue doivent être adaptées à la nature et aux circonstances de l'audit et aux ressources en présence, bien évidemment. Donc, la norme, elle va aussi clarifier ce que l'associé en charge de la mission doit revoir lui-même. Et ce que l'associé en charge de la mission doit revoir lui-même, ce sont les points significatifs et les jugements significatifs réalisés lors de l'audit. Mais l'associé en charge de la mission doit aussi revoir les communications écrites formelles qui ont été faites à la direction, au gouvernement d'entreprise et aux autorités de tutelle. Enfin, la norme ISA 220 révisée, elle comporte également son analyse rétrospective, son stand-back. L'associé en charge de la mission doit déterminer qu'il ou elle en a fait suffisamment pour prendre la responsabilité d'ensemble de la gestion et de l'atteinte de la qualité de l'audit. Donc, ça porte bien sûr sur l'appréciation que sa propre implication en tant qu'associé en charge de la mission a été suffisante et appropriée. Nous arrivons maintenant au terme de notre parcours au travers des nouvelles normes de l'IAASB en matière de gestion de la qualité. Je vous invite à prendre connaissance de la version finale des normes et des documents de mise en œuvre qui l'accompagnent. Vous trouverez tous ces éléments sur le site www.iaasb.org. Je vous remercie de votre attention.